Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction du Mexique. Le Mexique, un pays profondément croyant, catholique, mais aussi profondément marqué par la violence. En 20 ans, après l'offensive notamment du président Felipe Calderón contre les puissants cartels de la drogue, les affrontements liés au crime organisé ont fait des centaines de milliers de victimes. L'Église, elle accompagne, elle dialogue, mais les prêtres, les laïcs sont aussi menacés, assassinés. Le Mexique, c'est aussi un pays de solidarité, notamment envers les migrants, et ils sont de plus en plus nombreux à s'y installer. Nous en parlons ce soir avec notre invitée Marcela Villalobos-Cid, laïque engagée et originaire du diocèse de Querétaro, au centre du Mexique. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. Alors, le Mexique appartient historiquement et culturellement à l'Amérique latine, mais géographiquement, il s'agit d'un État nord-américain frontalier des États-Unis. Le Mexique, c'est une république fédérale composée de 32 États. Mexico a le statut de capitale fédérale. Avec ses 132 millions d'habitants, le pays est le plus grand pays hispanophone au monde en termes de population. Le catholicisme est la religion majoritaire. Le pays compte également un peu plus de 10% de protestants. Selon le Pew Research Center, la part d'adultes se déclarant sans religion a quasiment triplé ces 10 dernières années. Tout de suite, je retrouve mon invité. Marcela Villalobos-Cid, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Alors, pour faire un petit peu connaissance, vous êtes actuellement la coordinatrice nationale de la pastorale des migrants au sein de la Conférence des évêques de France. Vous êtes donc mexicaine, je le disais en introduction, originaire de la ville de Querétaro, ça se situe dans le centre du Mexique. Et alors, en préparant l'émission, vous nous avez envoyé quelques photos de chez vous, parmi lesquelles les poupées Lélé. Alors, je me demandais ce qu'elles représentaient pour vous. Alors, ces poupées sont originaires de mon état, de Querétaro, faites par des femmes indigènes, donc de l'ethnie qu'on appelle ñañú. Et donc, ce sont des poupées traditionnelles que les gens se reconnaîtront. Et le mot lélé en langue ñañú, ça veut dire poupée ou petite fille. Le Mexique qui traverse une nouvelle phase de violence liée au cartel, la mort en février dernier notamment d'un très puissant baron de la drogue qui a marqué l'actualité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement aujourd'hui de vivre sous l'autorité des cartels ? Alors, pour comprendre la puissance des cartels, il faut faire un saut historique dans les pays, puisque ce n'est pas un fait isolé, c'est quelque chose qui est dans notre histoire et qui est notamment dans le XXe siècle. Donc à partir des années 70, où les cartels se sont mieux organisés, mieux structurés, notamment dans la production de la drogue et leur exportation, et spécifiquement aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Et disons que pendant toute cette période, jusqu'aux années 2000, il y avait 2-3 cartels très puissants, mais en 2006, quand la guerre contre les cartels a été déclarée, cela a fait en sorte qu'il y ait une fragmentation de ces groupes et que d'autres groupes criminels commencent à s'organiser à l'intérieur du pays. De ce fait, aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué puisqu'il y a beaucoup de groupes criminels qui font leurs lois et dont l'État peine aussi à faire face à cette situation. Et jusqu'il y a quelques années, s'il y avait un ajustement des comptes entre cartels, aujourd'hui, l'ajustement des comptes est contre la société civile et aussi contre les prêtres, les religieux, les laïcs et les missionnaires. Il faut se rappeler qu'une fois quand l'État va capturer un baron de la drogue ou l'abattre, eh bien ça crée plus de chaos à l'intérieur du pays, puisqu'il y aura d'autres cartels qui vont s'organiser, d'autres groupes qui vont chercher le pouvoir. Donc aujourd'hui, l'État fait face aussi à une violence généralisée, la société fait face à une violence généralisée et cela demande une articulation différente pour les pays et des réponses nouvelles. Et vous parlez de loi des cartels, ça veut dire qu'au quotidien, les citoyens sont soumis, selon les territoires, les États, à ces lois. Comment ça se passe ? Disons, il y a une tension à l'intérieur du pays, puisque, comme je disais, il y a une violence généralisée et les gens continuent à faire leur vie. C'est-à-dire, tout le monde va à l'université, à l'école, les gens continuent à travailler, mais l'ensemble de la population vit sous cette violence généralisée. Les gens apprennent à faire attention, à dire où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, on fait face aussi
à la disparition massive des personnes, au recrutement forcé de la jeunesse. Donc on a une violence généralisée à l'intérieur du pays, mais la vie qui doit continuer tous les jours comme on la connaît. Et donc cela aussi crée beaucoup de troubles dans l'ensemble de la société pour vivre dans cette violence et dire, bon, l'État fait quoi et comment est-ce que la société peut s'organiser différemment pour faire face et pour contrer cette violence. L'Église qui est aussi victime, vous le disiez, ceux qui osent dénoncer la corruption et l'emprise du crime organisé vivent sous la menace constante et les lieux de culte donc, ne sont pas épargnés. Juste avant d'en parler, je vous propose parmi eux, il y a le père Filiberto Velasquez, surnommé Padre Fili, à Chilpancingo, dans le sud-ouest du Mexique. Il est devenu l'une des voix les plus respectées dans la défense des victimes des cartels. En 2021, il a lui-même été enlevé par un groupe criminel. Il est régulièrement menacé de mort. On écoute justement son témoignage. C'était lors de la Nuit des témoins organisée l'année dernière par l'aide à l'Église en détresse du Mexique. Una noche oscura de octubre, el 19 de octubre, lamentablemente, mientras yo me trasladaba en una carretera del estado, dos sujetos desde una motocicleta dispararon a mi vehículo. Estoy aquí, gracias a Dios, para dar ese testimonio. Impactó una llanta y la bala que pues tenía la intención, ¿verdad?, de ir hacia mí porque atravesó el parabrisas, se desvió y dio contra el asiento del copiloto y cayó por atrás. Pues esa situación para mí fue como la antesala, ¿verdad?, de decir, queremos que te calles, queremos que no denuncies, que no prediques, que no te acerques, que no consueles, que no ayudes, que no pratiques la caridad. Voilà pour ce témoignage poignant de ce prêtre. Les dernières données, celles d'un rapport sur les violences contre l'Église en 2024-2025, elles font état de 3 prêtres assassinés, un autre disparu, 23 laïcs tués. Et la liste, elle est longue ces 10 dernières années, Marcela. Alors, avec les témoignages du père Fili, on voit qu'il s'agit d'une violence structurelle et systématique et que les personnes comme les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs, les agents pastoraux prennent au sérieux les messages de l'Évangile et de ce fait, leurs voix, comme il a dit, sont des voix qui dénoncent ce qui se passe au pays. Donc cela s'inscrit malheureusement dans une ligne d'assassinat très récent dans le pays. Il faut penser à l'assassinat des 2 jésuites en 2022, les pères Javier Campos et Joaquín Mora, assassinés dans le nord du pays, dans la montagne, dans la Tarahumara, et le père Marcelo Pérez, assassiné à Chiapas en 2024, donc défenseur des droits des indigènes, le père Bertoldo Pantaleón, assassiné dans l'état de Guerrero l'année dernière, et une autre longue liste de défenseurs des droits humains et des droits environnementaux. Donc on voit aussi que la puissance des cartels est particulièrement importante et qu'il ne s'agit pas seulement de la production et l'exportation de la drogue, mais il y a aussi de l'extorsion, la traite humaine, les déplacements forcés, l'extractivisme à l'intérieur du pays. Donc on voit cette puissance qui est présente partout et l'Église s'organise pour dénoncer, mais les personnes sont au risque de leur vie. De même, il faut se rappeler que le Mexique, c'est un pays qui est particulièrement dangereux pour les journalistes. Il faut voir ce que Reporters sans frontières rappelle toutes les années. Pour les femmes aussi, qui sont victimes de féminicides, pour les populations indigènes qui sont déplacées de force et pour les migrants. En quoi les actions menées par l'Église font que ça devient une cible ? Parce que l'Église dénonce ce qui ne va pas au sein du pays, dénonce la corruption, dénonce les groupes criminels, dénonce tous les groupuscules qui s'organisent, qui font violence, qui menacent, qui font disparaître les personnes, qui recrutent la jeunesse aussi de force, une jeunesse
qui dit qu'est-ce que je peux faire face à une situation où je ne peux pas avoir un avenir digne. Donc l'Église s'organise depuis longtemps, donc il faut penser à tous ces centres de droits humains, par exemple le centre Miguel Agustín Pro dans la ville de Mexico, le centre Fray Bartolomé de las Casas dans la ville de Chiapas, les centres de réflexion et action dans le monde du travail, les céréales dans la ville de Guadalajara et tant d'autres centres qui s'organisent depuis des années pour dénoncer cette situation. Il faut aussi penser au collectif des mères chercheuses, donc les mères qui pellent à la main vont aller gratter la terre au pays pour aller retrouver les fosses communes où les gens sont enterrés. Donc un soutien fort de l'Église, mais cela nous donne le panorama de cette violence généralisée dans l'ensemble du pays, une société civile qui essaye de s'organiser et un ensemble de chrétiens qui tentent aussi de donner une réponse accompagnée par l'Église. Je précise justement à ce propos qu'il y a un dialogue national pour la paix qui a été créé en 2023 par le jésuite Jorge Attilano et qu'un deuxième temps de dialogue a eu lieu en janvier dernier. Et très rapidement, quels sont les principaux enseignements de cette dernière réunion? Donc, le dialogue national pour la paix, c'est une initiative des jésuites de la province du Mexique, comme vous l'avez dit, par le père Jorge Attilano Candia González, et que suite à l'assassinat de ces deux jésuites dans le Nord, ils ont dit, voilà, on est touché dans notre propre chair, donc quelle réponse nous pouvons donner, mais une réponse articulée. Et donc, de ce fait, la conférence de l'épiscopat mexicain a répondu, la conférence des supérieurs majeurs religieux a répondu, les entrepreneurs, les autres représentants des différentes religions, la société civile et les universités. Donc, dans ce dialogue, les réponses, c'est la violence est structurelle et systématique dans l'ensemble du pays. Il faut retravailler pour la construction d'un tissu social qui est complètement dégradé au pays. Il faut investir dans la formation des leaders communautaires. Il faut proposer des réponses pour la jeunesse, mais il faut que toutes les couches de la société soient impliquées. C'est-à-dire, ça ne peut pas être une réponse qui vient seulement de l'Église ou seulement de l'entrepreneuriat ou seulement de la société civile. Il s'agit d'avoir une réponse articulée. Donc, il s'organise aussi des groupes locaux partout dans les pays. À mon avis, ça reste minoritaire, mais c'est en marche et c'est un signe aussi de paix qui essaye de donner des réponses très concrètes à la reconstruction de ce tissu social dégradé. On ne peut pas parler du Mexique sans penser, bien sûr, à Notre-Dame de Guadalupe. On est entré dans une neuvaine d'année vers le jubilé de 2031 qui marquera le 500e anniversaire des apparitions à San Juan Diego. Le pape Léon XIV en parlait en février dernier en expliquant qu'elle manifestait la manière dont Dieu s'approche de son peuple. Je le disais en introduction, le Mexique, c'est un pays majoritairement catholique. Elle est toujours aussi populaire ? Toujours, la figure de Notre-Dame de Guadalupe, c'est un symbole et un signe très important et très fort pour la société mexicaine. Le 12 décembre, quand c'est sa fête, il y a des grands pèlerinages qui vont à la basilique de Guadalupe, dans la ville de Mexico. Et je pense que cela répond à des besoins dans notre histoire, non seulement parce que Notre-Dame de Guadalupe apparaît en indigène, parle dans sa langue, et c'est une culture dans notre monde, dans notre culture, fait en sorte qu'il y ait une réconciliation entre les cultures et c'est une mère qui accompagne toutes les personnes, donc qui donne une réponse d'espérance à toutes les couches de la société. Donc c'est une figure très importante et j'espère que ce jubilé qui se prépare d'ici 2031 sera aussi l'occasion que tout le pays puisse se mettre en marche sous le manteau de Notre-Dame de Guadalupe. Une autre réalité mexicaine, c'est la migration. On se souvient de ce mur érigé à la frontière avec les États-Unis en Arizona. C'était pendant le premier mandat de Donald Trump et puis depuis son retour à la Maison-Blanche. En fait, le nombre de migrants qui transitent par le Mexique jusqu'aux États-Unis a finalement diminué. Alors, avant d'aller plus loin, nous avons contacté sœur Maria de Los Dolores Palencia Gomez. Elle est donc mexicaine. Elle fait partie de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon au Mexique. Elle est au service de personnes migrantes. Elle les accueille tout au sud de l'État Veracruz. Et elle nous explique les dynamiques migratoires. Écoutez. Avant, les gens passaient, surtout leur grand désir était d'arriver aux États-Unis, quelques-uns au Canada.
surtout pour la sécurité et aussi pour la possibilité d'un travail. Alors, en ayant fermé la frontière du nord du Mexique et du sud des États-Unis, la frontière nord, pendant un temps, a été comblée de personnes qui pensaient qu'après quelques jours, ça changerait. Et quand on a vu que ça ne changeait pas, mais que pas seulement ça, on commençait à renvoyer des gens qui avaient même 30 ans aux États-Unis. Alors, ils ont commencé à chercher à rester dans notre pays, au Mexique, pour chercher au moins un temps de travail et un lieu où ils pouvaient vivre sans être menacés dans leur pays. Le grand problème, c'est que dans notre pays, il y a aussi des présences de ce qu'on appelle les crimes organisés, les organisations criminelles. Et alors, la sécurité n'est pas tellement pour eux, mais aussi la difficulté de trouver du travail. Alors, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des dépressions, des frustrations, des maladies de sommeil, même s'ils sont moins nombreux que ce qu'on arrivait avant, qu'on pouvait avoir dans un moment donné 350 en même temps. Maintenant, on peut avoir peut-être 30, mais il y a presque chacun une attention particulière, une attention individuelle, parce que les cas sont beaucoup plus compliqués et plus difficiles. Il y a beaucoup de choses dans ce témoignage de Sœur Maria. Peut-être d'abord sur le fait que les migrants restent désormais au Mexique, ça c'est un phénomène récent. L'Organisation internationale pour la migration, d'abord en septembre dernier, déclarait que le Mexique pouvait se saisir de cette migration comme d'un moteur de développement. Est-ce que c'est une politique envisageable pour le pays selon vous ? Alors, la question migratoire du Mexique, elle est très ancienne également. Comme Sœur Maria Dolores nous le rappelle, le Mexique a longtemps été un pays de transit et de production des migrants, puisque ce sont les mêmes personnes mexicaines qui sont parties aux États-Unis et ailleurs pour s'étayer un avenir meilleur. Mais avec ces politiques nouvelles, il y a la déportation massive. Donc, on voit aussi tout ce que ces politiques génèrent, donc les arrestations, etc. Et donc, il doit y avoir des politiques publiques qui puissent permettre un meilleur accompagnement des personnes migrantes. Donc, ce que fait Dolores Palencia dans la maison du migrant, ça existe aussi dans l'ensemble du pays. Donc, l'accompagnement des personnes migrantes, l'aide dans les démarches juridiques, l'aide dans les démarches administratives, un accompagnement pour voir quel est leur projet, est-ce qu'ils souhaitent rester au pays pour y travailler, pour contribuer. Cela génère beaucoup de tensions à l'intérieur du pays également, donc, mais ça doit être accompagné aussi par l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Sor Dolores Palencia qui propose ça, il y a d'autres. Qui sont les autres acteurs? Il y a d'autres acteurs, donc il y a notamment les services Jésuites des réfugiés Mexico, les centres d'appui et accompagnement maristes migrants dans ma ville, dans la ville de Querétaro. Il y a aussi les maisons membrées de la congrégation des Sœurs Calabriniennes et la maison 72 à Tenosique dans l'état de Tabasco. Donc, vous voyez, ces maisons sont réparties là où il y a le passage des migrants. Donc, il y a cet accompagnement. Mais il faut aujourd'hui penser à comment intégrer les personnes dans un pays qui fait face aussi à d'autres problématiques internes et aussi se rappeler que les migrants, ce sont des personnes en grande vulnérabilité parce qu'ils peuvent suivre de l'extorsion de la part des groupes criminels, il peut y avoir la traite humaine aussi, il y a les mineurs non accompagnés qui traversent, les femmes, etc. Donc c'est un phénomène qui doit être pris en compte, mais encore une fois, ce n'est pas seulement les organismes de l'Église et la société civile qui vont donner une réponse, cela doit être articulé aussi avec les politiques de l'État. Mais ce qu'on entend, c'est que dans l'immédiat et dans les faits, c'est surtout l'Église et la solidarité de la société civile qui sont en place depuis des années et pas l'État. Évidemment, parce que l'Église et la société civile s'organisent avant que l'État donne une réponse. Donc les gens ne vont pas attendre qu'il y ait une politique pour donner une réponse. Si les personnes sont en train dépassées, si les personnes sont fatiguées, si les personnes sont en grande vulnérabilité, l'Église s'organise toujours. Donc je ne parle pas non plus de toutes les paroisses qui s'organisent aussi pour répondre à ces besoins. Il y a aussi les collectifs
des femmes qui accompagnent les migrantes dans l'état de Veracruz aussi, qui s'appellent las patronas, et donc depuis des années, regardent passer les trains qu'on appelle la bestia, et elles donnent de la nourriture et de l'eau aux migrants. Donc, un élan de solidarité à l'échelle de la société toujours. Et des paroissiens. Toujours. Donc l'Église est particulièrement engagée dans la question de l'accompagnement des personnes migrantes. Donc ça c'est bien, ça c'est une première réponse. C'est du dépannage, mais on attend aussi que l'État s'organise pour donner des politiques publiques qui font de l'inclusion, de l'intégration et de la promotion des personnes migrantes. Oui, parce que vous parlez de dépannage et la sœur l'expliquait très bien. Avant, 300 personnes par jour, aujourd'hui peut-être moins de personnes, mais qui restent dans le pays. Qui restent et qui vont continuer à traverser. Donc on voit aussi que l'ensemble de l'Amérique latine fait face à des problématiques sociales, économiques particulièrement importantes, dont je pense tous les déplacements forcés des populations à cause de la présence de l'extractivisme. Donc, toutes ces compagnies qui arrivent au Guatemala, au Brésil et ailleurs dans l'Amérique latine et qui font pousser les gens à qui quittent leur pays. On n'en parle pas non plus de toute la contamination de l'eau, l'exploitation de la terre. Et donc, ce sont des phénomènes qui ne sont pas isolés, mais qui répondent à des situations de crise dans l'ensemble de l'Amérique latine. Marcela, juste avant de conclure, je voudrais vous poser quelques petites questions. Quelle figure mexicaine catholique marquante vous inspire particulièrement? Alors, je pense à la figure de Don Samuel Ruiz, connu sous le nom de Tatic Samuel, l'ancien archevêque de l'État de Chiapas, qui est décédé en 2011, mais qui est une figure particulièrement importante qui a marqué le dialogue, la concertation et la médiation entre l'Église, l'État et la guérilla dans les années 90. Donc, Monseigneur Samuel Ruiz, qui a toujours prôné une parole d'espérance et de paix et de dialogue, et dont nommé Tatic dans la langue indigène parce que ça veut dire père ou celui qui marche avec nous. Et que non seulement aussi a fait tout ce dialogue, mais l'enculturation, donc la traduction de la Bible dans différentes langues indigènes. Donc pour moi, Don Samuel Ruiz, ça reste une figure marquante du catholicisme mexicain, mais dans ma vie personnelle. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer quand vous rentrez au Mexique? Alors, je pense à ma paroisse d'appartenance dans la ville de Querétaro, Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est une paroisse dans le quartier où je suis grandie et là où j'étais dans ma jeunesse à la chorale, là où j'ai fait ma première communion, mais aussi où il y a eu les funérailles de mon père. Et donc, c'est une paroisse qui est très belle, qui est très simple, mais j'aime beaucoup aller me recueillir là quand j'y vais en visite. Et enfin, une intention de prière pour les Mexicains, pour conclure. Alors, face à la situation que l'ensemble du pays vit, je pense à cette parole de l'Évangile selon Saint Jean, quand le Christ nous dit « Dans le monde, vous auriez de la tribulation, mais n'ayez pas peur, puisque j'ai vaincu le monde. » Donc, je pense que c'est une invitation du Christ pour l'ensemble de notre pays et de notre société et de nous comme Mexicains à l'extérieur, dans la diaspora, pour s'enraciner dans le Christ, dans sa lumière et que ce soit lui qui guide nos pas. Merci beaucoup Marcela Villalobos-Cid, merci d'avoir été avec nous et de votre témoignage. Merci beaucoup Marion. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Et cette semaine, nous prenons la direction de Maurice. On retrouve Yannick Basile, un laïc engagé pour le diocèse de Port-Louis. L'an dernier, le diocèse de Port-Louis a donné le sacrement de la confirmation à plus d'une cinquantaine d'adultes, au monument Marie-Reine de la Paix. Ces derniers, pour diverses raisons, n'ont pas pu recevoir ce sacrement plus jeune et ont ainsi eu la chance de le vivre à l'âge adulte. Cette année encore, le rendez-vous est pris pour le 24 mai, dimanche de la Pentecôte. En amont du jour J, ce sacrement reste une belle manière de vivre l'accueil et l'accompagnement de notre diocèse. D'abord, les catéchètes ont pour mission d'aller dans les périphéries, à la rencontre de ces adultes qui souhaitent recevoir les sacrements de la confirmation et de l'Eucharistie. Ensuite, il y a tout l'accompagnement des futurs confirmants. C'est un rappel pour ces adultes des grâces de l'Esprit Saint dans leur vie et du fait qu'ils sont enfants d'un Dieu d'amour. Et même après le jour J,
Les confirmants vivent une mystagogie pour approfondir le sacrement reçu. Le socle de toute cette préparation repose sur l'accueil. Une main tendue vers quelqu'un qui souhaite renouer le lien avec Dieu, une écoute pour comprendre pourquoi cela a été difficile plus jeune et un rappel constant que l'Église est toujours là, même après le sacrement de la confirmation. Dans la nuit de Pâques, 123 adultes ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Et derrière chacune de ces personnes, il y a presque toujours le même cheminement. Un catéchumène qui avait soif de découvrir le Christ et une communauté qui lui a montré le chemin vers une source d'eau vive. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kto-tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.